Martin Heidegger est régulièrement présenté comme le plus grand philosophe du XXe siècle, et sa pensée a eu une influence importante en France et dans de nombreux autres pays. Au moins depuis le livre de Victor Farias, Heidegger et le nazisme, publié en 1987, il existe un débat récurrent chez les philosophes autour de l'engagement nazi de Heidegger. Dans cet épisode, je reçois Emmanuel Faye, qui s'est penché longuement et avec application sur la question. Bonjour, donc aujourd'hui je reçois Emmanuel Faye, qui est professeur à l'université de Rouen. Emmanuel, vous êtes philosophe et vous êtes intéressé en particulier à la philosophie française de la Renaissance. Vous avez reçu votre doctorat en 1994, si je me suis bien renseigné, qui a été délivré par l'université de Paris 1. Et le titre de votre thèse, c'était Philosophie et questions de l'homme en France à l'époque de la Renaissance. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, notamment Philosophie et perfection de l'homme, en 1998, Heidegger, l'introduction du nazisme dans la philosophie en 2005, et aussi Arendt et Heidegger en 2016. Alors, c'est surtout de ces deux derniers ouvrages, et en particulier du dernier, Arendt et Heidegger, dont on va parler lors de notre interview. Alors, la première question qui est vraiment très vaste, c'est comment est-ce qu'on démontre que Heidegger était nazi? Merci Vincent Debière de me proposer de revenir sur ces questions. Alors Heidegger nazi, pour l'homme, c'est le fait qu'il prend sa carte à la NSDAP le 1er mai 34, comme Carl Schmitt et un certain nombre d'autres universitaires et intellectuels allemands. Il faut d'ailleurs savoir que il était très difficile d'adhérer au parti nazi. C'était pas du tout comme le parti fasciste en Italie. Il y aura même que 2 dates possibles à partir de l'arrivée au pouvoir de Hitler jusqu'à la guerre. Ce sera le 1er mai 33 et le 1er mai 37. Donc pour l'homme c'est ça. Mais maintenant pour la pensée c'est ce qu'il enseigne, ce qu'il écrit, ce qu'il publie ou ce qu'il réserve pour des publications ultérieures. Donc nous avons maintenant un corpus qui s'agrandit année après année. 102 volumes pour l'œuvre intégrale chez Klostermann et il y aura 35 volumes de correspondance chez Albert Verlag. Alors le problème, c'est que ce corpus, puisque nous parlons en français, nous sommes en France, c'est que ce corpus est complètement filtré en France. J'ai en 2005, dans Heidegger, l'introduction du nazisme, dans la philosophie, signalé et fait connaître 2 séminaires inédits, dont un séminaire tout à fait hitlérien de l'hiver 1933-1934, dans lequel Heidegger propose de former ce qu'il appelle une nouvelle noblesse, une noblesse politique pour le Führerstaat, pour le Troisième Reich et l'état du Führer. Toujours pas traduit. Il est traduit en américain, en italien, français non. Il y a un cours de la même année qui s'intitule De l'essence de la vérité, qui est un éloge explicite de ce que Heidegger appelle la Weltanschauung, la vision du monde national-socialiste par laquelle Hitler rééduque le peuple allemand. Là aussi, c'est un cours qui n'est pas édité. Donc, pour voir Heidegger, penseur, entre guillemets, je mets le mot entre guillemets, penseur nazi, il faut étudier ce vaste corpus tout à fait explicite, dont j'ai donné traduit d'amples fragments, mais qui est encore finalement censuré, inaccessible en français pour sa plus grande part. D'accord. Alors, comment est-ce que vous expliquez le fait que ça n'a pas été traduit en français? Je me rappelle avoir lu le livre de Richard Wallin qui s'appelle Unlearn... Non, je me rappelle plus comment il s'appelle. Oui, The Seduction of Unreason, où il disait que d'après lui, l'Allemagne nazie avait en quelque sorte gagné la guerre, pas sur le champ de bataille, mais dans les salons littéraires et avait conquis en fait si vous voulez, les intellectuels parisiens. Est-ce qu'on en est toujours là? Est-ce que les intellectuels parisiens ou les Français en général, disons d'aujourd'hui, sont toujours sous le charme de Heidegger? Est-ce que c'est ça la raison pour laquelle on ne traduit pas ces textes compromettants?
La question de la publication de Heidegger en France est d'abord une question juridique, puisqu'il faut avoir les droits. Et le fils qui détient les droits, Hermann Heidegger, qui a plus de 90 ans, les a délégués par contrat à Gallimard, qui a l'exclusivité, ce qui est une situation unique, qui n'existe ni aux États-Unis ni en Italie, par exemple. Et le contrat stipule que les représentants français des ayants droit contrôlent ça. Donc ça a été longtemps Jean Beaufray, et c'est depuis plus longtemps encore maintenant François Fédier. Donc il ne paraît en France que ce qui est à l'aval de Fédier. À l'exception d'une situation nouvelle qui est que depuis un an, un cours vient de paraître au Seuil, et il y a une sorte de partage des lignes de défense de Heidegger. Il y a maintenant 2 lignes de défense de Heidegger, une qui est liée à Gallimard, l'autre Seuil. Donc je pourrais expliquer ça tout à l'heure, mais si on prend du recul, on rentre dans la question du rapport France-Allemagne, et là c'est plus complexe. Je peux vous en dire un mot, c'est important parce qu'il faut vraiment avoir une vision d'ensemble. On dit souvent, et les Allemands s'en moquent un petit peu, que la France est le pays de Heidegger. C'est à la fois vrai et pas vrai. C'est-à-dire que après 1945, effectivement, c'est en France que va se jouer le comeback de Heidegger. Je reprends exprès le mot qu'emploiera Carl Schmitt à propos d'Heidegger, son comeback d'après-guerre. Oui, c'est en France normalement parce que le Pays-Bas, où se trouve Heidegger, est sous la tutelle des autorités d'occupation française. Donc c'est eux qui peuvent permettre son retour à l'enseignement, sa possibilité de publier ou non. Et c'est aussi en France que par Sartre, la vogue existentialiste est lancée, et le maître à penser de l'existentialisme apparaît après 1945 comme étant Heidegger. Donc c'est vraiment l'homme qui est là. Mais en même temps, il ne faut pas croire qu'en Allemagne, Heidegger n'a plus d'influence à ce moment-là. Bon, enfin, c'est une longue histoire que je ne pourrais pas trop détailler. On peut dire qu'en France, c'est à la fois le pays où effectivement l'apologie, le révisionnisme iront le plus loin, puisque par exemple Fédier a publié un livre un texte sur Heidegger qui s'appellera L'Irréprochable. Mais c'est aussi le pays des critiques, c'est-à-dire que quand Adorno entend critiquer le jargon de l'authenticité heideggerien, ce sera à Paris, invité par Robert Minder au Collège de France en 1961, qu'il donnera ses premières conférences. Donc la critique est tout d'abord soutenue par Minder en France. Si vous prenez le livre de Farias, qui paraît en 1987, Heidegger et le nazisme, il est refusé en Allemagne. Et c'est Christian Jambet qui aura le courage de le publier chez Verdier en France. Et bon, mon livre dont vous parliez, Heidegger, l'introduction du nazisme dans la philosophie, de 2005, qui a voulu montrer que Heidegger était porteur d'un antisémitisme véritablement exterminateur, un programme de Vernichtung, comme on dit en allemand, est paru aussi en France. Donc vous avez vraiment les 2 dimensions, peut-être parce que la France a depuis la Seconde Guerre mondiale aussi ces 2 aspects. C'est un pays qui, en partie, a collaboré avec l'occupant national-socialiste, et c'est aussi un pays de résistance. Je crois qu'intellectuellement, les choses continuent, effectivement. Voilà, donc on a les 2 dimensions. D'accord. Alors, une ligne possible de défense de Heidegger, c'est qu'il a peut-être été nazi pendant un moment, souvent d'ailleurs on ajoute que ce moment fut bref, mais qu'ensuite il a changé d'avis. Dans votre livre que j'ai lu, Arendt et Heidegger, vous expliquez bien que c'était pas le cas. Comment est-ce que vous démontrez que Heidegger n'a jamais sérieusement regretté en fait son engagement nazi? Ah oui, alors il y a un point d'abord historique capital qui est rarement souligné, c'est que Heidegger est recteur pendant un an, et il joue d'ailleurs un rôle capital parce que c'est lui qui contribue à rédiger
une nouvelle constitution universitaire, d'abord pour le Pays de Bade, qui supprime les droits de vote, les libertés universitaires, et à peine la constitution promulguée, il l'envoie à toutes les universités du Reich comme modèle. C'est vraiment lui qui a introduit le Führerprinzip, c'est-à-dire le fait que tout part d'en haut. Hein. Hitler nomme les ministres nomment les recteurs nomment les doyens. Il n'y a plus d'élection. C'est la fin de la liberté académique. Heidegger le proclame dans son discours de rectorat. Donc il a ce rôle énorme. Il est tellement radical que des Allemands nationalistes, mais pas complètement nazis, surtout des économistes et des historiens vont fronder et lui faire obstacle. Et finalement, il va jeter l'éponge et démissionner du rectorat parce que le doyen de la faculté de droit, le générique Wolf qu'il avait nommé, qui voulait introduire beaucoup plus de sport, de défense, etc., sera lui-même désavoué. Mais après la démission du rectorat, il ne se retire pas du tout. Et le deuxième point encore plus accablant, l'engagement encore plus accablant, c'est qu'en mai 1934, Heidegger est nommé membre de la commission pour la philosophie du droit de l'Académie du droit allemand de Hans Frank. Hans Frank sera jugé à Nuremberg, pendu, etc. Cette académie du droit allemand est chargée de préparer et de légitimer les lois raciales de Nuremberg. Et Heidegger siège aux côtés de Carl Schmitt, juriste nazi, et d'Alfred Rosenberg. Et cette académie va être active jusqu'à au moins la fin de l'année 1941. Donc elle sera encore en activité quand commencera l'extermination des Juifs européens. Donc là, ça montre, c'est un point qui est trop délaissé, mais qui montre à quel point Heidegger est dans les rouages de légitimation du régime, avec Schmitt et Rosenberg. Voilà. Donc ça, c'est pour l'aspect historique. Maintenant, l'aspect philosophique, c'est plus important encore, bien sûr. On voit que après 45, dès que Heidegger est à nouveau autorisé d'enseigner en 51, que fait-il? Il publie un cours, celui de 1935, Introduction à la métaphysique, dans laquelle il affirme ce qu'il appelle la vérité interne des grandeurs du mouvement national-socialiste. Donc il persiste et signe. Et à nouveau, dans l'entretien de Spiegel, on le voit dire que les nazis étaient allés dans la direction d'une relation suffisante de l'homme à la technique. Donc vous voyez, jusqu'au bout, même de manière posthume, Heidegger ne se dément pas. L'entretien du Spiegel, si je me rappelle bien, a eu lieu à la fin des années 60, c'est ça ou... Oui, il a lieu en 66, il paraît en 76, juste après la mort de Heidegger. Donc en fait, c'est ça qui m'avait d'ailleurs ouvert les yeux à l'époque, parce que mes bons maîtres de lycée et de l'université m'expliquaient que Heidegger avait été un nazi un an et qu'ensuite il avait récusé la métaphysique de la volonté et avec cela tout le nazisme. Or, voilà que son testament nous montrait qu'au contraire, pour ce qui est de la technique, les nazis allaient tout à fait dans la bonne direction. Alors je me suis demandé c'était quoi la bonne direction. C'est la question que j'ai posée dans mon dernier bouquin. C'est deux choses malheureusement. La première, c'est que quand la France est envahie par les Panzerdivisions en mai-juin 40, Heidegger prononce un cours sur Nietzsche, le nihilisme européen, et il y a une conclusion trop compromettante, qui va d'ailleurs supprimer quand il publiera ce cours après-guerre. Ces conclusions nous expliquent que la motorisation de la Wehrmacht, qui a permis de balayer la France en 3 semaines, est, dit-il, un acte métaphysique. Et un acte métaphysique qu'il estime plus important que le fait de supprimer ou non la philosophie à l'université. Donc là, c'est quand même, effectivement, on peut dire que les nationaux-socialistes, c'est ce qu'il explique d'ailleurs dans son cours, sont ceux qui ont su se laisser dominer par la technique pour en dominer les procédés. Donc c'est une sorte de relation comme ça en miroir. Donc la technique, quand c'est la motorisation de la Wehrmacht, là ça passe bien. L'autre dimension beaucoup plus tragique encore, c'est ce que Heidegger évoque une seule fois dans ses conférences de Brême, dans des phrases qui ne seront publiées que de manière posthume.
il parle de chambres à gaz dans les camps d'extermination. Et là, c'est l'autre dimension de la, entre guillemets, technique nazie, celle qui vise à exterminer des millions d'êtres humains. Alors, c'est évidemment lui qui a l'air, quand il évoque ça, il ne donne ni le nom du bourreau ni celui des victimes. Ouais. Il dit que c'est la même chose que l'agriculture motorisée, donc on se dit que se passe-t-il. Mais quand on le voit faire l'éloge du rapport de l'homme à la technique selon le nazisme, on se demande si cet éloge ne va pas jusqu'à eh bien approuver ce qu'a été l'instrument de l'extermination. En tout cas, la question est ouverte. On va me trouver excessif de la poser, mais je ne pense pas parce que la chose très troublante, c'est qu'il y a bien, on le sait maintenant, chez Heidegger, un discours de l'extermination en 1934 et à nouveau en 1941-1942. Je pourrais y revenir si vous voulez. D'accord. Donc, ma question suivante porte sur Hannah Arendt, en fait, puisque vous en parlez aussi beaucoup dans votre dernier livre. Et donc, je vous demande comment l'analyse de Arendt, très, très connue, du totalitarisme, se trompe-t-elle peut-être un peu volontairement pour, si vous voulez, réaliser ou au moins appuyer un sauvetage intellectuel de Heidegger? Oui, alors là où il y a quelque chose certainement d'intentionnel, c'est notamment quand on voit l'évolution chez Arendt dans son interprétation de l'antisémitisme. Parce Ouais. qu'en 1939, elle écrit en allemand un texte très intéressant, pas mal construit, qui est resté inachevé et posthume, dans lequel elle montre comment l'antisémitisme se noue en Allemagne dans le romantisme politique au début du XIXe siècle, quand les romantiques politiques, en réaction à l'invasion napoléonienne, décident de boycotter les salons des Lumières, comme celui de Rahel Varnhagen, qui était une femme juive lettrée, très admiratrice de Goethe, et institue des Christliche Gesellschaft, c'est-à-dire des banquets qui sont ouverts, ou plutôt fermés, à 4 catégories d'êtres humains qui sont les Philistins, les Français, les Juifs et les femmes. Ouais. Donc c'est le début d'une sorte de crispation nationaliste, antisémite, anti-Ouest. Ouais. Et elle montre comment les choses montent à partir de ça. Au contraire, dans les origines du totalitarisme, Arendt efface complètement la dimension allemande de l'antisémitisme pour rendre responsable d'Israéli, c'est-à-dire celui que la reine Victoria met à la tête du gouvernement de l'Empire anglais, l'Israéli qui avait dans sa jeunesse écrit des romans où il parlait de la race. Hein. Bon. Et puis l'affaire Dreyfus. Donc finalement, ce sont les Anglais et les Français qui sont responsables de l'antisémitisme. Les Allemands sont dédouanés. Alors je ne veux pas dire qu'il n'y ait pas des responsabilités, notamment en France, il y a quand même bien sûr, il y a Gobineau, il y a Renan, il y a un certain nombre d'auteurs, hein, mais il y a un aller-retour France-Allemagne qu'il faut étudier de près sur ces histoires. Parce que les choses, je veux dire, c'est en Allemagne que se crée un parti antisémite, explicite, hein, sous Bismarck, etc. Bon, donc tout ça est effacé par elle. Ça, c'est le premier point. Donc on voit qu'il y a un retournement que j'ai voulu étudier. Pourquoi est-ce qu'elle change de perspective entre 1939 et la fin des années 50 ? Alors mon hypothèse, c'est que c'est quand même en partie lié à, non pas d'abord les retrouvailles avec Heidegger, qui sont en février 50 dans un hôtel de Fribourg, mais 6 mois avant, en août 49, j'ai trouvé des lettres inédites où elle exprime sa fascination à la lecture des textes d'après-guerre de Heidegger, c'est-à-dire essentiellement la lettre sur l'humanisme de 47. Elle dit combien elle est fascinée par cette violence destructrice qui s'en prend, qui dynamite la pensée et la culture de l'Occident. Donc il y a là une fascination, une adhésion intellectuelle, et donc j'ai proposé de ne pas seulement voir la relation Arendt-Heidegger sur le plan de l'éros, comme on le fait aujourd'hui dans des pièces de théâtre, des films, etc., mais de voir qu'il y a une adhésion intellectuelle volontaire d'Arendt avant même les retrouvailles, et de voir jusqu'où elle va. Telle est la question. Alors, à partir de là, Arendt construit une vision fonctionnaliste du totalitarisme
où ce qu'elle appelle l'idéologie Ouais. est quelque chose dont le contenu n'importe plus. Ce qui importe pour elle, ce n'est pas l'idée, mais ce qu'elle appelle la logique d'une idée. Et ce qu'elle incrimine, c'est cette logique. C'est-à-dire que pour elle, une idéologie totalitaire peut être n'importe quelle idée à partir du moment où elle est prise comme principe unique, fanatiquement adoptée. Et à partir de cela, on en déduit un certain nombre de conclusions. Donc il y a une sorte de criminalisation du processus logique, comme si c'était ça Ouais. le problème, et non pas l'idée même. Hein. Ce qui fait que dans la perspective d'Arendt, on n'étudie plus du tout cette vision du monde, cette Weltanschauung, qui a rendu possible l'intentionnalité génocidaire du nazisme. La dimension intentionnelle est finalement estompée, et Arendt peut tranquillement affirmer dans les origines du totalitarisme que les intellectuels, ce qu'elle appelle les élites, comme Carl Schmitt, dont elle dit que la lecture serait toujours profitable aujourd'hui, n'ont eu, dit-elle, aucune responsabilité Ouais. dans le Troisième Reich. Et dans son Eichmann, ce qu'elle va garder comme responsable, ce sont ces bureaucrates fonctionnels qui, dit-elle, représentent cette banalité du mal, c'est-à-dire la Gedankenlosigkeit, l'absence de pensée. Ils seraient sans pensée, dit-elle, sans motif. Or, c'est une vision d'Eichmann qu'on sait aujourd'hui fausse. Ouais. Il y a notamment un historien anglais, David Cesarani, qui a étudié ce qu'il appelle la formation d'un génocidaire, qui montre vraiment le fanatisme d'Eichmann, qui est bien loin d'être un bureaucrate aux ordres, puisque c'est lui, vous savez, quand Himmler décide, étant donné que l'Allemagne perd la guerre, il décide d'arrêter le processus d'extermination, de fermer de la mort, de tout masquer. Ouais. Eh bien, Eichmann désobéit à Himmler et décide de lui-même de continuer l'extermination et la déportation des Juifs de Hongrie. Donc, il est directement l'auteur, le responsable, intentionnellement, n'est-ce pas, de cette poursuite de la solution finale. D'accord. On vient d'évoquer la défense d'Arendt, enfin la défense de Heidegger plutôt par Arendt. Est-ce que vous pourriez aussi évoquer la défense de ce qu'on pourrait appeler les disciples postmodernes de Heidegger, donc des gens comme Derrida, Lacoula, Barthes ou Nancy. Déjà exposer brièvement comment est-ce qu'ils se sont pris pour dédouaner Heidegger, et ensuite expliquer peut-être pourquoi ça fonctionne pas. Alors, la question postmoderne est une question vaste. Je peux en dire quelques mots généraux. Ensuite, j'essaie toujours de prendre chaque auteur séparément pour ne pas procéder par contamination et procès d'intention. Alors, d'une manière générale, tout de même, il me semble que la postmodernité, notamment française, est un peu l'envers de ce qu'a été dans les années 20-30 en Allemagne la révolution conservatrice. Je crois que c'est comme ça qu'il faut prendre les choses. C'est-à-dire que dans les années 20, vous avez en Allemagne des auteurs comme le plus important, c'est Arthur Müller-Vandenbroek, qui publie en 1923 Le Troisième Reich. Donc des auteurs qui sont fascinés par l'exemple de la Révolution française et de la Révolution russe, mais c'est une fascination négative. Ils veulent, ils appellent une révolution allemande, révolution d'un peuple jeune, qui se fera sur des bases essentiellement nationalistes, ethniques, et non pas du tout de classe. Mais pour capter le potentiel révolutionnaire de cette gauche française et russe, ils inventent, c'est vraiment Müller-Vandenbroek qui en fait la théorie, cet oxymore qui est la révolution conservatrice, c'est-à-dire une pensée d'extrême droite qui capte le potentiel révolutionnaire de l'extrême gauche, ce qui fait que Müller-Vandenbroek fait l'éloge, par exemple, dans le Troisième Reich, on oublie toujours ça, des conseils ouvriers, comme le fera Arendt. Et il met beaucoup plus haut certains Allemands marxistes que les libéraux qui sont pour lui vraiment la cible avant tout. Donc la révolution conservatrice, c'est quand même ça au départ. Une pensée d'extrême droite qui se dit conservatrice, et il le revendique, mais c'est un conservatisme qui se veut révolutionnaire, qui veut imposer par une
par le renversement en fait de la République de Weimar, donc il veut un coup d'État, ce qui va se produire d'ailleurs en 1932 en Prusse avec le Preußenschlag nazi, qui va renverser le gouvernement social-démocrate. Hein. Donc c'est ça le processus. Alors évidemment, les postmodernes, c'est l'inverse si vous voulez, c'est-à-dire que ce sont des Français de gauche, des intellectuels de gauche qui sont anticapitalistes, qui sont contre le libéralisme, etc., mais qui voient que le marxisme est démonétisé par l'effondrement de l'Union soviétique et qui vont chercher une dynamique révolutionnaire ailleurs que dans le marxisme. Hein. Et vers quoi se tourne-t-il? Vers des auteurs comme Carl Schmitt, qui recrée une tension agonistique dans le politique, ou Heidegger, par son discours anti-Occident que rabâche aujourd'hui Jean-Luc Nancy, etc. Ouais. Bon. Donc, ils sont allés, ou alors Derrida, qui reprend à Klages, il n'y a pas seulement Heidegger, le concept de logocentrisme. Hein. Ludwig Klages, vous savez, un autre Allemand d'extrême droite, qui a été compagnon de route des nazis en 1933-1934. Bon, ça ne fait pas, évidemment, pas de les postmodernes français ne sont pas pour autant des nazis. Il s'agit pas d'une seconde de le dire. J'avais une émission, vous voyez, à France Culture avec la Coulabarde. On a déjeuné ensuite. On discutait de nos désaccords. Je trouve que c'est quelqu'un qui a une pensée plus articulée que Nancy. Il y avait une sorte d'ambivalence, on était d'accord sur certains points, mais pas sur d'autres. Bon, mais on pouvait pas mal discuter. Donc, ce n'est pas, si vous voulez, une marque de procès d'intention que de marquer ce qui est une évidence. D'autres l'ont dit, les emprunts de Derrida à Klages ont été très analysés en Allemagne, parce qu'on connaît bien cette culture qui est moins connue en France. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe quand des auteurs de gauche ou d'extrême gauche veulent capter quelque chose du potentiel révolutionnaire d'auteurs d'extrême droite, voire non seulement révolutionnaire conservateur, mais nazi, comme Schmitt ou Heidegger. Qu'est-ce que ça peut donner? Est-ce qu'on peut leur reprendre des arguments en les transférant de l'extrême droite à l'extrême gauche sans danger? Je pense que c'est problématique parce que je ne pense pas qu'on puisse, dans philosophie politique, détacher complètement un argument de son intentionnalité. Je ne crois pas qu'il y ait une forme pure d'un argument qui fasse qu'on puisse impunément le reprendre sans garder quelque chose de l'intention qui a contribué à le forger. Si on veut, par exemple, reprendre à Schmitt la discrimination ami-ennemi, on dira, bon, on en a assez des démocraties formelles qui n'arrivent à rien résoudre, qui sont des bureaucraties, qui masquent peut-être des rapports d'exploitation économique, etc. Mais si on reprend ces discriminations ami-ennemi, sans voir ce qu'elle veut dire chez Schmitt, sans lire la troisième édition de son concept du politique, publié en 1934, où il dit vraiment que l'ennemi est un ennemi existentiel. Hein. Eh bien, on ne voit pas que si l'ennemi est un ennemi existentiel, la seule manière de finalement le contrer, c'est de nier son existence, c'est-à-dire de l'exterminer. Hein. Donc, non seulement on a quitté le champ des procédures de négociation rationnelle, qui peuvent être très âpres, hein, qui peuvent ne pas... Mais on rentre dans une confrontation qui aboutit qui n'a que pour seule issue que l'extermination. Et c'est ça que je trouve aujourd'hui extrêmement problématique. Je vais prendre un exemple limite, et c'est peut-être trop, mais on voit ce qui se passe avec Maduro, par exemple. On voit que il y a des manifestants dans la rue qui sont de différentes mouvances, hein. Et il y a une forme de répression qui n'est pas seulement simplement la force de l'État, mais il y a presque des milices qui arrivent avec une manière de procéder qui était celle des escadrons de la mort sous les dictatures d'extrême droite de l'Amérique du Sud. Et pourtant, c'est l'extrême gauche. Que se passe-t-il? Est-ce que ce n'est pas parce que, finalement, on a capté un modèle révolutionnaire qui est un modèle de destruction de l'adversaire?
Alors, bon, là, je dramatise en prenant un exemple contemporain. C'est très difficile de passer toujours d'un corpus, d'un texte à une effectivité politique, hein. Mais pour montrer qu'il y a quand même une difficulté. D'accord. Donc, voilà, vous voyez, il y a une espèce d'effet en miroir entre révolution conservatrice et postmodernité. Une extrême droite capte quelque chose de la gauche et aujourd'hui une gauche qui capte quelque chose de l'extrême droite. Et aujourd'hui, vous voulez faire des sciences politiques. Le premier auteur que vous rencontrez, c'est Schmitt. Ah C'est ouais. quand même un problème. D'accord. Une autre question que je me pose sur si vous voulez, l'héritage heideggerien des postmodernes, c'est la question disons, de la technique en particulier, de la raison plus généralement, parce que, alors, dans votre livre, vous dites plutôt ça d'Arendt, je crois qu'on peut aussi dire la même chose des postmodernes, d'ailleurs vous le mentionnez, c'est qu'ils ont gardé, dans une large mesure, la lecture heideggerienne du nazisme comme une sorte de culmination de la raison et du modernisme. Donc on a un Heidegger qui d'abord est très enthousiaste vis-à-vis du nazisme, qui ensuite se retourne après la guerre pour en quelque sorte blâmer ce qu'il n'aime pas en philosophie, la rationalité, ces choses-là. Euh, donc qu'est-ce qu'on peut dire en fait de ce courant intellectuel, le postmodernisme, de son rapport à la technique qui est en général quand même très hostile, et de ce que vous avez dit sur Heidegger plus tôt, à savoir que au moins pendant un temps, il disait que l'une des choses qui validait le nazisme était son rapport à la technique, pour ensuite se retourner après la guerre euh, avec sa lettre sur l'humanisme. Donc je sais pas si c'est très clair tout ce que je veux dire, mais Si, bien sûr. ouais, Alors écoutez, la Vulgate voulait que Heidegger aurait, dès la seconde moitié des années 1930, ouais, critiqué la montée en puissance de la technique en Occident et à travers cette critique aurait proposé une critique tout à la fois du communisme et du nazisme même, comme finalement aboutissement de cette modernité nihiliste et ouais, ouais. technique. Il y a notamment un livre de Silvio Vieta. Vieta, son père Egon était un intime de Heidegger. C'est lui qui intervient quand Heidegger se fait contrer en 1953 par Habermas. Mhm. Euh, et son fils a repris le flambeau. On oublie souvent de remarquer que le livre de Silvio Vieta, qui s'appelle Heidegger critique du national-socialisme et de la technique, qui construit cette vulgate que tous les postmodernes ont répétée, Ouais. est quand même publié dans la collection Révolution conservatrice d'Alain Benoît chez Paradise. Donc c'est quand même quelque chose qui a une signification dans la topique politique européenne, vous voyez. Bon, alors cette vision-là, aujourd'hui, on sait qu'elle est fausse. C'est-à-dire que des travaux comme ceux de Sidonie Kellerer ont montré que Heidegger a falsifié ses textes de la fin des années 30, notamment Ouais. une fameuse conférence de 38, l'époque des conceptions ou des images du monde, en injectant, quand il l'a édité au début des années 50, des phrases sur la technique, etc., qui n'y étaient pas. D'accord. Hein. Donc, il a rétrospectivement, de manière antidatée, vous voyez, sans le dire, introduit des éléments pour faire croire qu'il était déjà dans une forme de critique. Alors en fait, par les cahiers noirs aujourd'hui, on voit les choses beaucoup plus précisément. Hein. Ouais. C'est-à-dire que à la fin des années 30, vous avez une sorte de hantise heideggerienne qui monte en puissance, qui est celle de ce qu'il appelle la Machenschaft, c'est-à-dire littéralement en allemand la manigance, la manipulation. Alors dedans, il y a Mhm. aussi Machen, faire, Ouais. donc Ouais. c'est aussi la fabrication. Donc c'est une conception d'une manigance qui remonte à la raison calculante, c'est-à-dire pour Heidegger au judaïsme. Ouais. C'est réellement une vision complotiste et paranoïaque qui met sur le dos de ce qu'il appelle l'élément juif l'origine de cette contamination de l'Occident par une manigance qui se retrouve aussi bien ensuite dans le communisme que même finalement aussi dans le nazisme. Hein. Hein. Et là,
il divise en deux le nazisme. Il défend un national-socialisme spirituel Ouais. et récuse le nazisme vulgaire qui, dit-il, trop petit bourgeois, pas assez barbare et qui tend vers un rationnel nationalisme. Alors, ce discours sur la manigance, qui est vraiment de l'ordre, à mon avis, de la paranoïa, c'est l'idée qu'il y a une sorte de complot juif universel dès l'origine. Bon, c'est du niveau comme des protocoles des sages de Sion, mais c'est aussi, vous savez, il y a cette fascination. Alors là, il faut remonter très tôt, si vous voulez. En 1916, Heidegger écrit à sa fiancée Elfriede une lettre en octobre 1916 où déjà il s'en prend à ce qu'il nomme l'Inferiudum, l'enjuivement de la culture et des universités allemandes, et il lui oppose la Deutsche Rasse, la race allemande qui, dit-il, va trouver assez de force pour parvenir au sommet. Il me semble que la pensée de Heidegger s'est construite dans cette forme de ce que l'historien Saul Friedlander appelait l'antisémitisme rédempteur, un antisémitisme de compétition, où ce que Heidegger appelle d'abord la race et finalement dans les cahiers noirs l'essence allemande, Deutsches Wesen, ne peut se constituer qu'en se défendant contre cette manigance venue d'un élément juif fantasmé, qui se retrouve chez les marxistes, les libéraux, et qui va jusqu'à contaminer le nazisme même. D'accord. Alors, cette Marrenschaft, le mot disparaît après-guerre. Il le remplace par le mot plus neutre de Gestell, dispositif. Et là, il ne peut plus, évidemment, produire un discours antisémite. Donc ce dispositif, ça devient une sorte de fonctionnalité impersonnelle dans l'histoire de l'être, qui est une manière, en fait, de s'en prendre aux alliés. À ce nouvel ordre mondial qui s'impose sur le dos de l'Allemagne. Et donc son discours antitechnique lui permet de capter effectivement tous les courants écologistes, mais aussi d'avoir un discours qui est en réalité très politique, mais qui peut se présenter de manière dépolitisée. Mais il faut vraiment suivre la généalogie, vous voyez, Marrenschaft, Gestell, pour comprendre ce dispositif après-guerre. Maintenant, sur le plan philosophique, c'est extrêmement pauvre. Ce qu'il dit sur la technique, franchement, ça n'a rien d'éclairant. On sait tous que, effectivement, l'évolution technique pose des problèmes, mais aussi apporte des solutions. Et les excès de la technique sont quand même toujours liés à mon avis, à une dynamique de profit. Je veux dire, comment si Monsanto multiplie les OGM et multiplie aussi l'usage de produits cancérigènes, etc., ce n'est pas au nom d'une sorte de Marrenschaft fantasmée, c'est tout simplement pour faire de l'argent et du profit. Donc, on ne peut pas, à mon avis, critiquer cette évolution sans avoir un discours de critique économique. Alors, est-ce qu'il faut ou non retrouver Marx? On peut en discuter, mais il n'y a aucune discussion de la circulation de l'argent, des flux du profit, du problème de la plus-value. Enfin, de ce point de vue, le discours heideggerien sur la technique est un discours qui nous sépare des causes de ce qui produit, de tels effets, vous voyez. Donc je pense que pour la pensée, ça n'apporte strictement rien. En plus, c'est un discours piégé, surdéterminé. Quand on voit des postmodernes reprendre ça, ils finissent, comme Jean-Luc Nancy, par une grande diatribe sur l'Occident. Je pense que l'Occident aussi, c'est un mythe. Si vous voulez, qu'est-ce que l'Occident? Ça nous rappelle Spengler. Je veux dire, on retombe dans la révolution conservatrice, pour le coup. Parce que un discours comme ça général sur l'Occident, quand Nancy parle de la haine de soi de l'Occident, est-ce que vraiment l'Occident est une conscience qui est capable de haine de soi? Qu'est-ce que ça veut dire, haine de soi de l'Occident? Pour moi, c'est une nouvelle mythologie qui se prend pour une philosophie d'histoire, mais qui n'est pas tout à fait de cet ordre. D'accord. Autre question sur l'héritage heideggerien du postmodernisme. Alors, vous parlez dans votre livre également de ce que Adorno appelait le jargon de l'authenticité. Donc, selon lui, c'est un certain langage utilisé par Heidegger pour créer une sorte de connivence intellectuelle au sein d'un cercle d'initiés. Alors, moi, je serais tenté de dire que là où le langage de Heidegger était peut-être crypté pour cacher parfois un sens éventuellement précis, celui de certains auteurs postmodernes, alors on a parlé de Jean-Luc Nancy par exemple,
Donc son langage crypté peut parfois cacher, enfin à mon avis, une absence de sens, mais peut-être que je me trompe. Écoutez, oui, c'est tout le problème. Je me permets de parler de Jean-Luc Nancy parce qu'il peut répondre. Il est là. Ouais. Je trouve plus loyal que de parler d'auteurs disparus. Jean-Luc Nancy parle toujours du nous. Hein. Il s'agit de recréer un nous et ce Ouais. nous, en fait, il ne le précise pas bien. C'est là où il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il parle aussi beaucoup de communauté. Oui, alors ce fameux concept mouvant de communauté qui reprend à Blanchot est un concept assez redoutable. Que la Gemeinschaft a une histoire et toute la question est de savoir si la communauté peut être un opérateur non excluant. Je crains que finalement la communauté c'est toujours nous et les autres. Et il s'agit de dire, d'énoncer si on est avec ce nous ou non. Donc c'est un paradigme mouvant. C'est un paradigme mouvant qui politiquement ne produit pas, à mon avis, des effets très, très libérateurs. Je me méfie en politique des paradigmes discriminants. Hein. En es-tu ou n'en es-tu pas? En êtes-vous ou n'en êtes-vous pas? Si vous voulez, il me semble que les deux pôles qui constituent la pensée philosophique, c'est d'un côté, c'est d'une part l'existence individuelle ou singulière, qui toujours est à respecter comme telle, et puis de l'autre, l'humanité. Mais tout ce qui s'interpose entre eux, alors évidemment, on a tous une langue, une culture propre, une famille, etc. Il y a tout un ensemble de médiations qui nous structurent. Hein. Mais ce ne sont que des médiations. Si on fait de ces médiations des principes ou des absolus, ça devient extrêmement problématique. Et donc, ce nous de la communauté, si on en fait simplement une médiation provisoire, ouverte, révocable, peut-être. Hein, mais si on commence à en faire une communauté déterminée, et si comme Arendt on explique qu'il n'y a de droits de l'homme que à partir du moment où une communauté politique déterminée reconnaît, attribue des droits, Arendt c'est vraiment la négation du juste naturalisme. Il n'y a plus de droit naturel, il n'y a plus d'humanité comme telle, si vous voulez. Arendt va jusqu'à dire que la ligne de partage entre l'homme et l'animal traverse l'espèce humaine elle-même. Donc il y a ceux qui sont dans l'agir politique, dans le bios politikos, et puis ceux qui n'en sont pas, l'animal laborans, qui vraiment censé dire un animal, qui n'a pas encore le statut d'humanité. Donc chez Arendt, le paradigme de la police est déshumanisant. Ça c'est vraiment quelque chose que je crois avoir montré dans mon livre. Et qui me fait penser que il faut faire attention avant de prendre la conception arrétienne du politique comme modèle. D'accord. Alors pour en revenir, parce qu'on a un peu dévié, pour en revenir au jargon de l'authenticité, est-ce que d'après vous, on peut étendre, si vous voulez, ce diagnostic posé par Adorno à certains auteurs postmodernes? Alors je pense qu'on peut avoir en tête des gens comme Derrida ou Nancy, là encore, qui, je pense qu'on peut aussi dire d'eux la même chose que ce que Adorno disait de Heidegger, c'est-à-dire que on utilise une sorte de langage crypté pour créer une connivence intellectuelle et simplement ne s'adresser plus qu'à des initiés, quoi. Oui, alors chez Adorno, ce qui caractérise le jargon, ce sont ce qu'il appelle les mots signaux. C'est-à-dire des mots qui ne sont pas des concepts définissables, comme par exemple mission, destin, enfin ce genre de mots des années 30, qui étaient vraiment constitutifs du jargon heideggerien et de l'époque. Hein. Alors, ce que j'ai voulu montrer, moi, c'est en travaillant le corpus et l'écriture arendtienne, qu'il y avait quelque chose d'analogue. Les mots, finalement, natalité, pluralité, vivre ensemble, etc., chez Arendt, sont des termes qui ne sont pas définis. Hein. Ou agir politique, c'est un agir politique dont elle dit qu'il ne doit régler ni les problèmes sociaux, ni les problèmes économiques. On se demande de quoi il parle. Bon, son ami McCarthy, très finement, s'est dit, effectivement, cet agir politique ne parle de rien, ou la seule chose qui lui reste à décider, c'est de la guerre. Elle a compris le front schmittien de la chose. Hein. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on a des termes qui ne sont plus des concepts, qui n'ont pas de définition précise,
hein, mais qui sont là pour capter l'air du temps. Alors aujourd'hui, parler de destin, de mission, ça nous paraîtrait une rhétorique lourde. Le jargon heideggérien ne marcherait plus de cette Ouais. manière-là. Mais parler, qui peut être contre la pluralité, le vivre ensemble, la natalité? Mm. Ce sont des termes qui sont tout à fait porteurs aujourd'hui. Mais il faut voir exactement ce que signifient ces termes. Hein. Pour qui le vivre ensemble? Ce n'est pas pour l'animal laboral, ce n'est pas pour l'être humain qui travaille, c'est pour celui qui s'est libéré du joug du travail pour accéder à l'agir politique. Et ça, Arendt dit bien que c'est de l'ordre d'une aristocratie, d'un petit nombre. Il y a assez de textes où elle l'énonce. Hein. D'accord. Donc on n'est plus dans un paradigme politique. Donc ce sont des mots signaux, hein, par lesquels des apiphyes se retrouvent, mais qui sont aussi des mots discriminatoires excluants. Hein. Il y avait ceux qui n'étaient pas dans l'histoire chez Heidegger, qui n'étaient pas dans la mission ou dans le destin, dans la communauté de destin. Chez Arendt, on trouve quelque chose à nouveau de cet ordre. Alors, je n'ai pas fait le travail pour le corpus derridien, donc je ne me prononcerai pas précisément. Je pense qu'il faut quand même un long travail de décanter. Il faut décanter les textes, mais en tout cas le nous de Nancy, je serais d'accord aussi pour le mettre du côté d'une forme de jargon au sens d'Adorno. Ouais. D'accord. Alors j'ai une dernière question, c'est vraiment une ouverture un peu, enfin très très spéculative, hein, mais je ne sais pas si vous aurez quelque chose à dire là-dessus. Euh, En tout cas, ma question c'est, est-ce que selon vous, on peut établir un parallèle entre, si vous voulez, l'analyse d'Arendt du nazisme, qui consiste en grande partie à minimiser, comme vous en avez parlé plus tôt, l'importance de l'idéologie nationale-socialiste, pour se concentrer sur d'autres facteurs. Donc elle parle de la non-pensée, en particulier chez Eichmann, et elle parle de l'expérience aliénante du monde moderne, d'individus atomisés dans un monde trop égalitaire. Ça me fait beaucoup penser, je dois dire, à certaines analyses un peu, disons, non empiriques, il me semble quand même, du djihadisme aujourd'hui, où là encore, on écarte d'emblée l'influence de l'idéologie, qui serait au moins une certaine lecture de l'islam. Et pour se concentrer, donc c'est cette analyse ou pseudo-analyse du djihadisme, donc là encore sur la non-pensée, la violence qui n'a d'autre but qu'elle-même. Euh, et là encore, l'expérience aliénance du monde moderne, les individus atomisés. Alors ici, ce serait plus dans un monde trop égalitaire, mais trop inégalitaire. Mais ceci dit, je vois quand même une résonance assez forte. Je sais pas si ça vous Oui, oui. inspire un commentaire. Écoutez, je peux dire plusieurs choses. Hein. Bon, ce sont des choses prudentes parce que je ne suis pas spécialiste, je n'ai pas une expertise sur le dossier du djihadisme, mais il y a quand même déjà des sociologues qui ont étudié en France ceux qui sont allés vers le djihad et ils ne sont pas forcément des Français des banlieues les plus déshérités. Vous avez aussi des Français qui ont fait des études supérieures, qui sont tout à fait dans un milieu même aisé, etc., d'ingénieurs. Je veux dire, le problème n'est pas uniquement, effectivement, fonctionnel ou structurel. L'étude que j'ai faite du nazisme me montre qu'il n'y a pas d'intentionnalité exterminatrice sans ce que Césarani avait décrit pour Eichmann comme la formation d'un génocidaire, et cette formation d'un génocidaire ou d'un auteur qui aura une vision sacrificielle, qui sacrifiera sa vie pour celle de tous ceux qui fera sauter avec lui, dans un but quand même très précis, avec un discours derrière qui est à la fois religieux et politique, et dans le cas du djihadisme, qui est logico-politique, peut-on dire. Donc c'est le moment où une forme de religion a été inscrite par certains dans le politique. Le logico-politique est toujours extrêmement problématique. Oui. Alors, il faut donc travailler effectivement les contenus. Vous avez notamment Farias. Farias, c'est un auteur pour lequel j'ai quand même beaucoup de respect parce que c'est un véritable lanceur d'alerte. C'est-à-dire que Farias est un Chilien
Et les Chiliens sont des gens qui savent que le nazisme se conjugue au présent, malheureusement. Ouais. Les choses se sont arrêtées pour eux en 1945, elles ont presque commencé là, puisque en Chili, en Argentine, etc., vous avez toute une colonie Ouais. de criminels de guerre qui sont allés, qui se sont implantés là-bas. Mhm. Donc, et Farias a écrit une énorme somme qui s'appelle Les nazis au Chili. Donc, quand il traite du nazisme de Heidegger, il Ouais. le traite au présent. Pour lui, c'est une pensée nazie qui continue, qui ne s'est pas arrêtée en 1945, comme vous le disiez tout à l'heure. Hein, la Mhm. défaite militaire n'est pas une défaite de la pensée. Ouais. Ces pensées continuent d'essaimer. Alors, chez les nazis de bas étage, trop compromis, les choses s'arrêtent, les alliés les emprisonnent ou les dénazifient, comme ils disent, mais chez les nazis de haute volée comme Schmitt, Freyer, Heidegger et d'autres, Kittel, etc., les choses continuent sur le plan de la sociologie, du droit, de la philo, de l'histoire, de la théologie, et ça ne s'arrête pas comme ça. Or, Heidegger, c'est quelqu'un qui a thématisé très tôt ce sacrifice de soi. Ouais. Il parle déjà de Selbstaufgabe, de sacrifice de son soi dans Être et temps. Et dans les années 20, il avait tout un flux massif d'étudiants japonais qui sont venus se former chez lui, et ensuite fonder des écoles. Le Japon, ça a été quand même le lieu où s'est ensuite instituée cette pratique du kamikaze, qui est Ouais. presque le premier modèle. Hein. Donc l'image de celui qui ne vit que pour sa communauté de sang, de croyances, etc., pour son peuple élu, etc., et qui va sacrifier sa vie parce que c'est le moyen de régénérer et d'imposer cette communauté, Mhm. c'est un modèle théorisé par Heidegger. Hein. Alors Farias avait écrit un deuxième livre qui s'appelle La postérité de Heidegger chez les néo-nazis, les fascistes et dans le fondamentalisme islamique. C'est-à-dire qu'il a montré que Heidegger a été extrêmement lu, alors on le sait notamment en Orient, Ouais. en Iran, pardon, je veux dire en D'accord. Iran. Ahmed Fardid, c'est un philosophe qui a vraiment introduit Heidegger en Iran et qui a pris position de manière absolument radicale pour la révolution islamique, qui a dressé des listes d'intellectuels à fusiller, etc. Et c'est aussi un auteur Heidegger a été très lu par certains fondateurs des Frères musulmans. Enfin, on retrouve dans beaucoup de courants radicaux. Alors, il n'y a pas que dans l'islam. Hein. J'ai vu ce que peut donner Heidegger chez les eurasistes russes, ce qu'il peut donner chez les suprémacistes américains. Je dirais que dans toute forme de fondamentalisme, de radicalisme meurtrier, on trouve des modèles qui ont été théorisés par Heidegger. Donc, je ne suis pas complotiste. Hein. Je ne veux pas dire que Heidegger est monde, mais disons que c'est le mode de pensée qui, c'est pas forcément la base, mais c'est un aliment, un mode de pensée qui sera une caution de haute volée pour ce genre de pensée. Alors le livre de Farias, il a été publié en 2008 en italien, c'est Medusa qui a le courage de le publier. Farias m'avait demandé de le préfacer et je me suis dit que ce serait mieux que ce soit un historien. Alors j'ai demandé à Edouard Husson, qui est spécialiste de l'extermination nazie, et ensuite Husson l'a fait traduire par François-Xavier Guibert, un petit éditeur catholique, qui a été racheté par des clés de Brouwer, et depuis 2010, ces traductions existent, elle n'est pas publiée. D'accord. Ça fait 7 ans qu'elle est bloquée en France. Wow. Je trouve ça vraiment dommage parce que ça aurait. Maintenant, c'est presque plus dur de publier des choses comme ça parce que les gens redoutent un peu les effets. Mais en 2010, il aurait fallu le publier. Et voilà. Donc la France, encore une fois, est en retard. N'est pas forcément toujours le lieu du courage. Hein. Il y a aussi une autre référence que il y a quelque chose à explorer là-dessus. Il y a quelque chose à explorer là-dessus. D'accord. J'allais dire, il y a aussi une autre référence que je peux signaler là-dessus. Alors, je l'ai pas encore lu, mais c'est un livre de 2011 qui s'appelle Political Islam, Iran and the Enlightenment et qui parle beaucoup de l'influence de Heidegger en Iran, comme vous l'avez mentionné. C'est un livre de Ali Mirsepassi. Moi, je l'ai pas encore lu, mais je pense que ça peut être très intéressant sur ce point. D'accord.
Oui, il faut le regarder de près. Comme mon livre est paru, il y a un sociologue iranien qui m'a contacté, qui était un proche de Fardid, mais qui s'est brouillé avec lui. Et c'est lui qui m'a raconté comment très concrètement Fardid dressait vraiment la liste des intellectuels à exterminer. C'était plus du tout du niveau de la simple pensée pure. Ouais. Alors, chez Fardid, ce qui est assez curieux, c'est qu'il a repris la méthode heideggerienne des étymologies. C'est-à-dire l'idée qu'il y a une langue originelle. Alors, chez Heidegger, c'est le grec. Chez Fardid, c'était le sanskrit. Et, ou plutôt, c'était le sanskrit et puis le persan. Ouais. Et il avait mélangé, en fait, cette pratique des étymologies avec la philosophie d'Al-Farabi. Il avait fait une sorte de mélange tout à fait étrange, où il y avait une sacralité qui venait cautionner ici le geste politique meurtrier. D'accord. Et on retrouve quelque chose aujourd'hui chez Douguin en Russie, c'est-à-dire que Douguin explique que la langue russe est contaminée par l'Occident. Et donc, pour traduire Heidegger, il faut revenir au vieux slavon d'église, c'est-à-dire le russe orthodoxe du XIIe siècle, un peu archaïque, et c'est ce qu'il fait. Donc, il faut resacraliser la langue, un peu comme Corbin avait choisi, vous avez le néologisme historial pour traduire Geschichte, qui est un mot courant en fait de l'allemand. Donc, on est dans la resacralisation du politique, et là, c'est toujours quelque chose qui ne finit pas bien. D'accord. Bah écoutez, moi j'en ai fini avec mes questions. Je ne sais pas si vous voudriez rajouter autre chose avant de conclure. Je vais quand même juste revenir sur un point actuel, parce que vous savez, l'an prochain, Gallimard va publier deux volumes de Cahiers noirs. Il faudrait que les gens comprennent ce qui va se passer, ce qui se passe en France. C'est-à-dire que en France, vous avez eu donc jusqu'à présent le verrou Gallimard-Fédier, ce qui faisait qu'on ne pouvait publier qu'au compte-gouttes des textes, souvent édulcorés et traduits avec des néologismes risibles. D'accord. À un certain moment, alors que quand en mars 2014, les Cahiers noirs sont parus, ils ont été présentés officiellement à Francfort. Il y avait l'éditeur Klostermann, il y avait le petit-fils Arnulf Heidegger. Moi, j'étais avec Raphaël Gros, j'étais allé participer à cette présentation. Et après, nous dînions dans un restaurant et dans la table à côté, il y avait Klostermann, Arnulf Heidegger et aussi Peter Travny, etc. Donc, je suis quand même allé voir Klostermann et je lui ai dit, écoutez, qu'est-ce que vous allez faire pour la France? Est-ce que vous allez continuer à faire traduire Heidegger par ces auteurs de néologisme, etc., qui rendent les choses impossibles. Quand on parle de temporalité, c'est du Molière. Bon. Alors, il m'a dit, il s'est tourné vers Peter Travny, il m'a dit, c'est maintenant l'homme de la situation, etc. Mais quand même, ils n'ont pas réussi à débloquer complètement la chose, et du coup, de même qu'il y a, je dirais, deux lignes de front apologétique, il y a maintenant une sorte de partage des tâches qui s'est fait en France entre Gallimard et Le Seuil. Alors, je vais expliquer ça. Les deux lignes apologétiques, c'est que d'un côté, vous avez la ligne, le dernier assistant de Heidegger qui s'appelle von Hermann, qui est toujours vivant, von Hermann, Fédier, maintenant il y a aussi un franciscain italien, Alfieri, qui sont toujours dans la dénégation. D'accord. Ils vont publier un livre, ça paraîtra en février dans la collection L'Infini de Solers, qui s'appellera La vérité sur les Cahiers noirs, où ils vont expliquer que Heidegger n'est pas du tout antisémite, etc. Donc ce sont des négationnistes de pensée. Et puis, évidemment, c'est plus crédible, c'est quand même un petit groupe, et du coup, Klostermann ne peut plus être dans cette ligne. Donc le livre, par exemple, est publié en Allemagne, non plus chez Klostermann, l'éditeur des œuvres complètes de Heidegger, mais chez Duncker et Humblot, qui est un éditeur schmittien d'extrême droite. D'accord. Et ça va apparaître quand même chez Solers dans l'Infini. Bon. Et que fait Gallimard? Eh bien, au lieu de publier les Cahiers noirs dans la bibliothèque de philo comme les autres ouvrages, comme c'est extrêmement sulfureux, c'est quand même des livres terribles, ils vont les publier comme des textes littéraires un peu maudits dans la collection L'Infini de Solers. D'accord. Donc on fragmente le corpus, c'est ce que j'avais expliqué à Nicolas Weil, il en dit un mot dans Le Monde, mais il n'explique pas complètement. On fragmente le corpus pour créer des sas. Et de l'autre côté, il y a la nouvelle ligne apologétique qui est celle de Travny, qui est très maligne. C'est-à-dire que Travny vient de publier un livre chez
au seuil qui s'appelle Une introduction critique à Heidegger. Donc il fait comme s'il était la pensée critique, comme celui qui révélerait l'antisémitisme. Et en fait, sa thèse dans ses bouquins, c'est que l'antisémitisme de Heidegger n'a duré que 10 ans, en gros de 38 à 48. Hein. Et il est antisémite au moment où il n'est plus nazi, en gros. C'est-à-dire que sa thèse, c'est que Heidegger critique de plus en plus les nazis, et à un moment, c'est là où il sort son antisémitisme, mais c'est l'antisémitisme qui est en même temps une critique du nazisme. C'est-à-dire que pour lui, il y a deux figures en miroir de la Marenschaft, de la manigance, qui sont les juifs et les nazis. Et puis les vrais Allemands contemplent ça, etc. Vous voyez, donc il veut faire passer l'antisémitisme de Heidegger en disant ok, les antisémitisme, c'est mal, etc. Mais en même temps, à l'époque, il est anti-nazi. D'accord. Or, ça ne marche pas parce que après-guerre, jamais Heidegger n'a eu un mot positif à l'égard du judaïsme. Jamais, pas ça. Au contraire, il explique à un de ses étudiants, Rainer Martin, qu'il compte sur les doigts de la main les collègues juifs qui reviennent dans les chaires de philo. Ça veut vous dire, il n'a pas changé. Mais par contre, il va publier ses apologies du mouvement nazi. Donc en fait, sa critique du nazisme est toujours de l'intérieur. Il critique certaines orientations, comme un communiste stalinien critiquerait un communiste qui serait peut-être trop trotskiste, vous voyez, mais jamais de l'extérieur. C'est pas le nazisme comme tel, c'est le manque de pensée, le côté trop petit bourgeois, etc. Le rationnel socialisme, comme vous dites. Oui, voilà. Donc, le problème, c'est que cette nouvelle apologétique concède quelque chose, mais pour mieux, en quelque sorte, rendre crédible une nouvelle défense. C'est ça que je voulais indiquer. Et alors, c'est c'est la ligne qu'on trouve maintenant au Seuil, où on publie Travny, et on vient de publier alors des cours de 1919, qui ont l'air, alors on dit c'est un grand cours de philosophie sur le néokantisme, etc. On ne voit même pas, par exemple, qu'il y a 2 pages consternantes sur ce que Heidegger nomme il dit aussi un Sénégalais, un nègre sénégalais, dit-il, était là, il ne saurait pas ce que c'est qu'une chaire de philo. Il ne comprendrait pas ce que c'est que ça. Bon. Là, en 19, avoir ce discours, c'est complètement inscrit, si on recontextualise, dans la campagne de l'extrême droite allemande à l'époque contre l'occupation française de la Rhénanie, qui s'appuyait sur des bataillons de tirailleurs sénégalais. D'accord. Donc choisir ce nègre sénégalais, si vous voulez, comme une sorte de prototype de celui qui ne comprend rien, qui ne peut pas comprendre le magistère allemand, vous voyez, qui n'est pas à sa place ici, c'est un clin d'œil évident, comme fait Heidegger toujours, à ses compagnons de route de l'extrême droite. Et on nous fait passer ce texte comme un texte absolument apolitique, un grand cours de philo. Vous voyez, donc je pense qu'il faut être assez vigilant, il ne faut pas se laisser leurrer. Il y a une nouvelle ligne de front apologétique qui a pris le relais de l'autre ligne qui n'est plus crédible. Mais Travny, si vous voulez, c'est quelqu'un qui publie tous ses livres maintenant chez Klostermann, chez l'éditeur de Heidegger, qui a toujours d'ailleurs l'aval de Hermann Heidegger pour éditer. Hermann Heidegger a prononcé son éloge comme éditeur dans un magazine d'extrême droite qui s'appelle Sécession. Donc, il sera très important l'an prochain. Je crois que je ne me mêlerai pas à cette foire d'empoigne qui accompagnera la sortie des Cahiers noirs, mais au moins j'aurais dit à l'avance à nos lecteurs français de ne pas prendre des vessies pour des lanternes, de ne pas croire que la pensée critique est du côté de cette nouvelle ligne apologétique. D'accord. Parce que le dernier point, si vous voulez, quand il y a 17 ans, Peter Travny a publié un recueil qui s'appelle l'Histoire de l'être, toujours pas traduit en français, à la fin des années 30. Il a supprimé une phrase clé, parce que Heidegger parle à un moment des criminels planétaires en chef, qui tiennent dans les doigts d'une. Alors, tous les Heideggeriens m'ont toujours opposé que c'était une critique à peine voilée de Hitler, etc. En fait, une phrase indiquait qu'il visait les Juifs. Il expliquait ce qu'il appelait la propension des Juifs à la criminalité planétaire. C'est ça qui était visé. Donc Travny savait très bien ça. Il a supprimé cette phrase
avec l'accord des responsables de l'œuvre intégrale. Et pendant 15 ans, il a gardé pour soi la connaissance qu'il avait du sens D'accord. cette fameuse page qui a toujours servi aux apologistes. Hein. Alors là, en 2014, il nous dit, voilà, j'ai supprimé ça il y a 15 ans, maintenant je vais tout vous dire, etc. Mais vous voyez, c'est quand même un précédent un peu fâcheux, parce qu'il a cautionné une forme de manipulation, d'autocensure extrêmement problématique. Ouais. Donc je pense qu'une pensée critique à l'égard de Heidegger ne peut être qu'une pensée qui tire ses arguments d'une conception de la philosophie autre que celle de Heidegger, qui n'est pas le cas de ses éditeurs. Voilà, ça ce sera un autre débat. Ouais. Je vous remercie de cette discussion. Mais c'est moi qui vous remercie. Et puis donc je vous tiens au courant de quand nous publions. Mais merci beaucoup en tout cas, c'était vraiment très intéressant. Écoutez, bonne journée et puis à bientôt. Ça marche. Bonne journée. Au revoir. Ouais, au revoir.